Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Je vous propose de suivre le débat d'hier entre les sénateurs et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, autour de sa réforme du lycée et du baccalauréat. Alors ce nouveau bac, programmé pour 2021, va renforcer le contrôle continu avec des épreuves anticipées dès la première. Et c'est donc la fin de cette longue semaine d'examen au terme de la terminale. Il restera 4 épreuves finales et une épreuve orale. Cette réforme va aussi mettre fin aux 3 séries du baccalauréat général, les séries scientifiques, économie et littéraire. Les lycéens suivront un tronc commun, mais devront choisir des spécialités. Je vous laisse écouter ce débat entre Jean-Michel Blanquer et les sénateurs. Monsieur le ministre, vous avez présenté un projet ambitieux de réforme du baccalauréat et partant du lycée général et technologique. Il s'est traduit par un décret et plusieurs arrêtés publiés le 16 juillet dernier. Les élèves entrés cette année au lycée constitueront donc la première cohorte concernée. Ils passeront les épreuves terminales dans leur nouveau format en 2020 et en 2021. Comme l'avait souligné notre collègue Max Brisson, auteur avec Françoise Laborde d'un excellent rapport sur le métier d'enseignant, le caractère restrictif du domaine de la loi en matière d'éducation a pour conséquence que le Parlement, au-delà des votes des crédits, est davantage amené à se pencher sur des questions de moindre importance, à l'instar des modalités d'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires, plutôt que sur des questions de fond et très importantes, comme celle qui nous réunit cet après-midi. C'est la raison pour laquelle notre commission a souhaité la tenue de ce débat en séance publique, afin d'évoquer avec vous, Monsieur le ministre, et sous le regard de nos concitoyens, les enjeux de cette réforme et d'obtenir des réponses aux questions que mes collègues vous poseront. Parmi eux sont mobilisés bien sûr Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis des crédits de l'enseignement scolaire, et Laurent Lafont qui a porté les amendements de notre commission sur l'orientation scolaire à l'occasion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Commençons par reconnaître, Monsieur le ministre, qu'avec la confiance du gouvernement, vous avez eu le courage de vous attaquer à un sujet d'envergure sur lequel nombre de vos prédécesseurs avaient échoué ou renoncé. Monument national, rite initiatique pour les jeunes lycéens, le baccalauréat, sous sa forme actuelle, pose, il est vrai, un certain nombre de questions, dont la première est celle de sa finalité, dans la mesure où s'il ouvre les portes de l'enseignement supérieur, il n'intervient qu'après l'affectation des élèves de terminale. Je ne m'étendrai pas sur ces défauts désormais bien connus, lourdeur excessive entraînant la perte de nombreuses semaines de cours, et ce malgré les entreprises de reconquête du mois de juin, entretien d'une hiérarchie stérile entre les filières de l'enseignement général, ou encore tendance des élèves au bachotage. Nous partageons votre ambition d'un baccalauréat plus simple, sans être moins exigeant, avec moins d'épreuves terminales, sans toutefois renoncer à un tronc commun garant d'une culture générale nécessaire à une citoyenneté éclairée. À cet égard, il y a un sujet qui m'est cher, c'est veiller à travers l'enseignement de la philosophie unique en Europe à préserver l'apprentissage au débat d'idées. Même s'il faut en convenir, l'enseignement de la philosophie mériterait sans doute d'être un peu repensé. La fin des séries dans la voie générale est une très bonne chose. Les combinaisons d'enseignement de spécialités proposées donneront aux élèves une plus grande liberté de choix et leur permettront de construire des parcours de formation adaptés à leurs goûts et à leurs ambitions. Il conviendra de veiller à ce que ces choix puissent faire l'objet d'une certaine réversibilité afin de permettre aux élèves qui le souhaitent d'ajuster leur choix de spécialité au cours de leur scolarité au lycée. Toutefois, le maintien des séries dans la voie technologique interroge. N'est-on pas passé à côté de l'occasion d'une plus grande perméabilité entre les voies générales et technologiques? Confrontés à la concurrence, si vous me permettez l'expression, des voies générales et professionnelles, la voie technologique, il semble que la place de cette dernière est de moins en moins évidente. D'autres éléments de la réforme doivent être salués. La mise en avant, par exemple, de l'expression orale, par l'introduction d'une épreuve orale terminale inspirée du colloquio italien. D'ailleurs, quid de l'apprentissage des langues? L'allègement des emplois du temps, l'accompagnement renforcé à l'orientation dès la classe de seconde ou encore la prise en compte à hauteur de 40% de la note finale, des notes obtenues tout au long de l'année, qui permet de récompenser la constance et la rigueur du travail. Si nous en soutenons les principes et les orientations, les modalités de la réforme et les conditions de sa mise en œuvre posent néanmoins un certain nombre de questions. Je n'en citerai bien sûr que quelques-unes. La première porte sur les modalités de contrôle continu.
dans un souci d'équité entre les élèves et les établissements. Les 3/4 de la note de contrôle continu proviendront d'épreuves dites communes, dans un cadre très contraignant qui rappelle furieusement le baccalauréat actuel. Ces épreuves, organisées au cours des années de première et de terminale, prendront appui sur une banque nationale de sujets, les copies étant anonymes et corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève. Dans ces conditions, l'allègement annoncé de l'organisation pourra-t-elle vraiment être atteinte dans la mesure où les établissements seront contraints d'organiser régulièrement des mini-baccalauréats qui empiéteront sur le temps d'enseignement? Autre sujet de préoccupation pour les membres de notre commission, comment s'articulera le futur baccalauréat avec Parcoursup? Afin que le baccalauréat conserve tout son sens, il me semble important que les notes obtenues soient prises en compte dans la plus large mesure possible pour l'affectation dans l'enseignement supérieur. Or, vous avez annoncé, Monsieur le ministre, que les épreuves terminales auraient lieu au retour des vacances de printemps, soit bien trop tard pour que les résultats soient pris en compte dans Parcoursup. Il semblerait que les discussions avec le ministère de l'Enseignement supérieur soient encore en cours. Êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous dire quand auront lieu les épreuves terminales? Dernier sujet de préoccupation que je souhaite porter au nom de notre commission, et sans aucun doute le principal, celui de l'offre de formation. Il semblerait que toutes les 12 spécialités offertes ne seront pas proposées, mes chers collègues, dans tous les lycées, ni même au sein des bassins de formation. Vous avez annoncé que seules 7 spécialités sur 12 seront accessibles dans un périmètre raisonnable. Si l'on peut aisément concevoir une forme de spécialisation des lycées autour de certains enseignements en ville, il n'en va pas autrement en milieu périurbain et dans le monde rural où les élèves n'ont souvent qu'un lycée de secteur. Il serait alors regrettable que les élèves des territoires ruraux se voient privés de leur possibilité de choisir leurs enseignements du seul fait que leur lycée ne propose pas les matières désirées. D'autant qu'avec les jeux des attendus de Parcoursup, ils seraient désavantagés pour poursuivre les études de leur choix. Vous savez, Monsieur le ministre, combien notre Assemblée est attachée à l'équité territoriale. La ruralité ne doit pas être oubliée ni défavorisée. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le ministre, c'est un regard à la fois bienveillant, mais critique et vigilant que nous portons sur cette réforme. J'espère que ce débat permettra de donner des réponses claires aux inquiétudes qui se font jour sur le terrain. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, pour 8 minutes, Monsieur le ministre. Merci. Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est évidemment avec grand plaisir que je viens échanger avec vous sur le sujet du baccalauréat. C'est un sujet d'ailleurs qui a déjà été discuté au sein du Sénat à l'occasion de différents débats que nous avons eus précédemment, mais nous avions en quelque sorte un rendez-vous, et ce rendez-vous c'est aujourd'hui pour approfondir tout ce qui touche au baccalauréat. Nous savons tous qu'en travaillant sur le baccalauréat, nous travaillons en réalité sur l'ensemble du système scolaire, puisque transformer le baccalauréat, c'est avoir un impact sur le lycée général, le lycée technologique, le lycée professionnel, mais c'est aussi avoir un impact sur l'ensemble du système scolaire, je dirais dès la petite section de maternelle. Je pourrais prendre un seul exemple, un des exemples que vous avez donné, Madame la Présidente, la question des compétences orales. Nous avons voulu, avec le grand entretien de fin d'année, envoyer un signal à l'ensemble du système scolaire sur le fait que nous voulons des élèves qui ont confiance en eux-mêmes, qui sont capables de s'exprimer, qui sont capables d'user d'arguments rationnels et qui sont capables tout simplement de s'exprimer oralement. Nous savons que ce n'est pas un point fort aujourd'hui des élèves français, mais nous voulons comme première priorité une capacité d'expression en français écrite et orale d'excellence pour tous. Et c'est évidemment l'un des exemples du signal envoyé par la réforme du baccalauréat. Vous le savez, l'objectif de cette réforme pourrait se résumer en une formule. En réformant le baccalauréat, nous voulons que, en préparant le baccalauréat, les élèves préparent ce qui les fait réussir après le baccalauréat.
En d'autres termes, nous voulons en finir avec une certaine artificialité de l'exercice, qui a donné même lieu d'ailleurs à une création sémantique, puisqu'on parle de bachotage péjorativement, à partir du mot baccalauréat. Eh bien, nous voulons conserver le baccalauréat, fortifier le baccalauréat et en finir avec le bachotage. Autrement dit, nous voulons que, grâce à la préparation du baccalauréat, grâce à l'horizon du baccalauréat qui est donné à chaque élève de France, eh bien, il y ait un tremplin vers la réussite dans l'enseignement supérieur en particulier. Cette réussite qui fait défaut jusqu'à aujourd'hui, cette réussite à laquelle doivent contribuer différentes réformes. Je pense évidemment à la réforme de Parcoursup. Vous en avez parlé, Madame la Présidente, et d'emblée, je veux vous répondre que oui, le nouveau baccalauréat va contribuer à ce qu'il y ait plus de sens au baccalauréat, puisque les notes pourront être plus prises en compte au moment des admissions dans l'enseignement supérieur. Et donc la question des calendriers sera réglée. Elle sera réglée dans un sens qui permet cette prise en compte des disciplines de spécialité. Le Premier ministre avait précisé, dès sa déclaration de politique générale, que la première session de ce nouveau baccalauréat interviendrait en 2021 et qu'elle concernerait donc les élèves qui sont entrés cette année 2018-2019, en seconde. Le Président de la République lui-même avait pris des engagements au cours de la campagne présidentielle sur la structuration de ce nouveau baccalauréat, notamment sur la question du contrôle continu et des épreuves anticipées. Après une consultation qui a été conduite par M. Pierre Mathiot, à qui j'avais confié cette mission, puis une concertation que j'ai menée personnellement avec les partenaires de l'Éducation nationale, nous avons, au mois de février dernier, présenté une réforme dont je souhaite à nouveau présenter les grandes lignes aujourd'hui et bien entendu discuter les détails. D'abord, je le rappelle, le baccalauréat 2021 comprendra une épreuve anticipée de français, comme aujourd'hui, aux classes de première, puis 4 épreuves terminales. Ces 4 épreuves terminales plus l'épreuve anticipée de français représentent 60% de la note finale au baccalauréat. Et ce baccalauréat aura pour point d'orgue 2 épreuves très importantes. Une épreuve de philosophie commune à tous les élèves. C'est un point important. Là aussi, je voudrais répondre à ce que vous avez dit, Madame la Présidente, parce que oui, la philosophie sort revigorée de cette réforme, à plus d'un titre, puisqu'il y aura plus d'heures, notamment pour les élèves à profil scientifique qui aujourd'hui font 3 heures, qui en feront 4 dans le futur. Les élèves qui veulent se spécialiser en philosophie pourront choisir la nouvelle spécialité que nous avons intitulée philosophie, littérature, humanité. Nous renouvelons donc à la fois les contenus, les contours et les quantités d'heures de la discipline, et elle est affichée comme un moment clé en fin de parcours. L'autre moment clé, c'est cette épreuve orale que nous appelons le grand entretien, devant un jury qui permet à l'élève d'exercer sa compétence d'argumentation. Et pour valoriser la régularité du travail des lycéens, et donc pour contribuer à en finir avec ce bachotage dont je parlais précédemment, eh bien oui, il y aura une grande part de contrôle continu qui représentera 40% de la note finale. Le lycéen sera régulièrement évalué lors d'épreuves communes qui représentent donc 30%, donc les 3/4 du 40% dont je parlais, dans 3 à 5 disciplines selon les cas, qui ne sont pas évaluées dans les épreuves terminales. Ces épreuves communes sont comparables à ce que sont les bacs blancs aujourd'hui. Et là aussi, je voudrais répondre à une des questions que vous avez posées. Bien entendu, l'objectif n'est pas de créer une lourdeur supplémentaire du système, mais au contraire d'épouser des pratiques qui existent déjà, celles des bacs blancs que les lycées connaissent bien. Ces pratiques doivent à la fois garantir une objectivité, c'est le sens des banques de sujets, mais aussi une souplesse, c'est le sens de l'autonomie d'organisation largement confiée aux établissements. Ces épreuves communes vont évidemment avoir de l'importance pour souligner la régularité du travail de l'élève, et nous voulons ainsi, grâce au contrôle continu, avoir un autre effet positif pour la société française, c'est qu'à partir de 2021, vous n'aurez plus ce mois de juin conquis par les examens au détriment des cours, non seulement des élèves de terminale, bien sûr, mais aussi de l'ensemble des élèves des lycées, de seconde et de première. C'est donc une transformation sociétale qui se joue là. La société française, au mois de juin, ne sera plus organisée de la même façon parce que, tout simplement, les lycées ne seront plus amenés à vaquer. C'est évidemment un point très important et l'objectif n'est évidemment pas de reporter la lourdeur actuelle vers d'autres moments de l'année, mais au contraire d'avoir une certaine souplesse. Il y a donc sur 40%, 30% qui correspondent à ce contrôle continu que je viens de décrire,
et 10%, donc un quart des 40%, qui correspondent aux bulletins scolaires qui seront pris en compte pour donc cette part de 10% pour valoriser la progression des élèves sur un cycle. Les élèves ne jouent donc plus leur examen sur une seule semaine d'épreuve et l'organisation sera mieux répartie sur les classes de première et de terminale. Elle ne paralysera plus les lycées en fin d'année scolaire et en cela, le baccalauréat 2021 est à la fois pleinement national, pleinement juste et pleinement facteur de réussite. C'est évidemment un baccalauréat qui a un impact, comme je le disais en commençant, sur le lycée. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer, je crois, beaucoup plus sur le baccalauréat en tant que tel, mais je tiens à signaler que, évidemment, à partir de la rentrée 2019, le lycée français va commencer une métamorphose importante, dont nous avons déjà une première saveur en cette rentrée pour la classe de seconde, notamment avec les 54 heures consacrées à l'orientation, avec le test de positionnement qui a eu lieu ces derniers jours, pour les classes de seconde, pour donner un accompagnement personnalisé en français et en mathématiques aux élèves de seconde qui auraient des bases fragiles. Et à partir de la rentrée 2019, nous aurons l'implantation des spécialités, de façon à accompagner au mieux les élèves et les soutenir dans leur parcours, et de façon aussi à permettre que les approfondissements nécessaires se réalisent. Je voudrais là aussi vous rassurer, Madame la Présidente, le processus d'implantation des spécialités va obéir à un impératif d'équité territoriale et même, je dirais, de compensation territoriale. Puisque, dès le début de l'annonce de la réforme, j'avais bien indiqué qu'il y aurait 12 spécialités, vous l'avez rappelé, que sur ces 12 spécialités, certaines se retrouveraient partout et d'autres se retrouveraient parfois. Eh bien, c'est 7 spécialités, le chiffre de 7, donc, qui se retrouveront dans tous les lycées de France, à quelques très rares exceptions liées à des tailles de lycées. Et en plus de ces 7 spécialités, une ou plusieurs parmi les 5 autres spécialités seront proposées. Ce sera un outil d'équité territoriale, parce que nous implanterons ces spécialités précisément de façon privilégiée dans les lycées qui ont besoin de renforcer leur attractivité, qu'ils soient urbains ou ruraux. Simplifier, clarifier, moderniser pour permettre aux élèves d'entrer pleinement dans le XXIe siècle. Monsieur le ministre, il faut vraiment conclure. C'est ce que j'étais en train de faire. Pour permettre aux élèves donc de vivre et d'agir au XXIe siècle, avec en plus une ouverture sur l'Europe et le monde et l'international, avec le développement des disciplines en langues étrangères et la mobilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Claudine Lepage pour une mise au point au sujet d'un vote. Je vous en prie, chers collègues. Merci Madame la Présidente. En effet, je souhaiterais modifier mon vote du scrutin pour le scrutin numéro 1 du 2 octobre, ainsi que celui de mon collègue Bernard Jomier. Notre vote a été comptabilisé parmi les pour. Or, Monsieur Jomier souhaite voter contre et pour ma part, je souhaite m'abstenir. Merci. Merci. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à la condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. La parole est à présent à Monsieur Pierre Ouzoulias pour 2 minutes. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre. Malgré les réformes législatives récentes, le premier cycle de l'enseignement supérieur demeure ouvert à tous les titulaires du baccalauréat. Il en constitue toujours le premier diplôme. Si l'on ne se contente pas du bilan désespérément comptable et lénifiant donné par la ministre de l'Enseignement supérieur sur Parcoursup, et que l'on tente une analyse qualitative à laquelle il sera essentiel que votre ministère participe, Monsieur le Ministre, il faut entendre les demandes des candidats et des candidates. Ils souhaitent que les résultats du baccalauréat soient mieux valorisés dans ce dispositif nouveau. Ce diplôme conserve l'avantage d'être national et anonyme, c'est-à-dire de donner les mêmes droits à tous les candidats, quel que soit leur lycée d'origine et indépendamment des facilités procurées par leur milieu social. La ministre en charge de l'enseignement supérieur semble avoir entendu cette requête puisqu'elle a déclaré récemment d'étudier une réforme de Parcoursup pour rendre les dossiers plus anonymes. Néanmoins, dans le même temps, Madame Vidal a annoncé, sans doute à l'issue d'une concertation interministérielle intense, que le calendrier de Parcoursup serait considérablement resserré pour que les inscriptions administratives soient réalisées avant la fin
du mois de juillet. Cela rend matériellement très difficile l'intégration de tous les résultats du baccalauréat, sauf à réduire drastiquement le temps d'examen des dossiers par les établissements de l'enseignement supérieur. Cette réforme du calendrier de Parcoursup est peu compatible avec votre volonté de maintenir le statut du baccalauréat. Au-delà de cette divergence ministérielle sur le calendrier, la question que je vous pose, Monsieur le Ministre, est celle du rôle pédagogique et légal que le gouvernement veut donner à ce diplôme pour clore le cycle des études secondaires et ouvrir celui des études supérieures. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre pour 2 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias, votre question est évidemment très importante. Et je voudrais commencer par le socle d'accord sur lequel on peut raisonner et ensuite répondre à la première partie de votre question. Le socle, je pense, assez consensuel aujourd'hui pour la France, c'est que oui, ce baccalauréat, ce nouveau baccalauréat, est conçu pour être, pour de vrai, le point de départ vers l'enseignement supérieur. Donc nous le confirmons clairement en tant que tel. Nous savons tous qu'il y a eu de longue date des débats sur ce sujet et qu'on aurait pu trancher dans un sens différent. Nous avons clairement tranché dans ce sens et nous donnons beaucoup plus de sens parce qu'on peut considérer que jusqu'à présent, ce sens s'était un petit peu effiloché. Il y avait quelque chose de formel dans l'exercice et que l'échec dans les premiers cycles de l'enseignement supérieur pouvait être inquiétant de ce point de vue-là. Il s'agit cette fois-ci de faire un baccalauréat qui réellement est un tremplin pour la réussite dans l'enseignement supérieur. Une des conséquences de cette affirmation, c'est de dire que les notes obtenues au baccalauréat, en effet, ont un sens pour la suite du parcours. C'est particulièrement vrai du contrôle continu, et donc de choses qui sont très en amont des dossiers qui sont faits pour Parcoursup, mais même des disciplines de spécialité que nous voulons situer le plus tôt possible dans l'année scolaire, mais pas trop tôt non plus. L'hypothèse sur laquelle nous travaillons pour 2021 étant le retour des vacances de printemps. Le retour des vacances de printemps laisse un délai. Alors ça dépend évidemment de la date des vacances de printemps, mais cela laisse un délai suffisant pour considérer ces notes, même en terminant les procédures à la fin du mois de juillet. Je suis donc assez confiant, enfin je suis même complètement confiant sur notre capacité à prendre en compte cela. Donc il y a incontestablement un progrès, y compris au regard des critères que vous-même vous posez. Je crois que c'est l'essentiel de la réponse que je peux faire à votre question, même si, évidemment, le seul désaccord que j'aurai, c'est sur ce que vous avez dit sur Parcoursup, qui, effectivement, a été un incontestable progrès, dont on voit bien la cohérence avec ce que je suis en train de préciser pour le baccalauréat. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias pour une réplique. 30 secondes. Je vous sais défenseur des langues anciennes, Monsieur le Ministre, donc j'aurais envie de vous rappeler Festina lente. Hâtez-vous lentement. Il est vraiment dommage que nous n'ayons pas travaillé cette réforme du bac de façon complémentaire avec celle de Parcoursup et nous abordons les dossiers les uns après les autres de façon complètement éclatée. Et ensuite, on travaille à rabouter un petit peu les différents textes et on obtient quelque chose qui est absolument plus cohérent. Donc on a besoin d'une vision globale et je pense que sur Parcoursup, on aurait pu prendre le temps d'une discussion plus approfondie sur le bac. Merci. La parole est à présent à Monsieur Jacques-Bernard Magnier pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les premiers effets de la réforme du nouveau bac 2021 vont donc se faire sentir dès cette année scolaire 2018-2019. En effet, les lycéens qui sont entrés cette année en classe de seconde devront faire un choix au 3e trimestre pour leur passage en première. La réforme du bac que vous présentez, Monsieur le Ministre, met en place un examen resserré autour de 4 épreuves écrites, dont le français et la philo, et d'un grand oral. Elle supprime les séries littéraires, L, économique et sociale, ES, et scientifique, S, dans la voie générale. À la place, les lycéens choisiront 3 matières principales, appelées spécialités, puis 2 seulement en terminale, qui feront l'objet d'épreuves écrites finales. En outre, la réforme prévoit une dizaine de spécialités depuis art jusqu'à numérique et sciences informatiques, en passant par langue et littérature étrangère. Monsieur le Ministre, tous les établissements pourront-ils proposer la totalité de l'offre et les lycéens vont-ils pouvoir vraiment choisir librement les 3 matières en panachant des disciplines scientifiques avec d'autres plus littéraires ou bien va-t-on avoir des triplettes toutes faites et imposées? Je crains qu'il y ait un gros hiatus entre le discours généreux qui a mis en avant le choix des élèves et la réalité contrainte que l'on commencera à connaître début 2019. Comment informer
et conseiller les jeunes dans leur orientation si l'on ne connaît pas déjà le contenu des disciplines que le Conseil supérieur des programmes doit finaliser avant le début de l'année 2019, et même avant, si je connais bien les dates, ou bien alors le ministère aurait-il des programmes tout prêts et utiliserait-il, mais je n'ose le penser, le Conseil supérieur des programmes pour une pseudo-concertation qui est déjà bien préparée. Enfin, comme l'a dit mon excellent collègue Pierre Ouzoulias, n'a-t-on pas mis un peu les choses dans le désordre en lançant d'abord Parcoursup dès la rentrée 2018 avant la réforme du bac 2021 ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Magnier, merci pour cette question qui permet d'ailleurs de prolonger la question précédente. Donc je commence par là. Bien sûr qu'il y a une cohérence formidable entre ce qui a été fait avec Parcoursup et ce qui est fait avec le baccalauréat, et d'ailleurs qui remonte de l'aval vers l'amont. N'en doutez pas, nous travaillons sur cela avec une entente entre la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation nationale, comme je crois on n'en a jamais rencontré précédemment sous la Ve République, ce qui est à noter, et qui nous permet justement d'avoir cette vision complémentaire. Vous le verrez, et vous le voyez déjà, il y a au contraire une très grande cohérence entre ce baccalauréat qui se profile et Parcoursup, dans une vision lycée-licence que nous assumons évidemment pleinement. J'ai été souvent le lecteur ou l'auditeur de vous-même, monsieur le sénateur, ou des orateurs précédents, et il ne m'échappe pas que beaucoup des caractéristiques de ce nouveau baccalauréat correspondent à des choses que les uns et les autres, sur les différents bancs, vous aviez pu souhaiter dans le passé. Donc je ne désespère pas d'un certain optimisme collectif sur l'accomplissement de quelque chose qui a été collectivement désiré. Et je rappelle qu'il y a eu une grande consultation pour cela. Sur la question très légitime que vous formulez sur l'implantation des spécialités. Donc je redis que c'est 7 spécialités qui sont garanties à tous. La combinaison de ces 7 spécialités fait déjà plus que le choix actuel avec les séries. Et bien entendu que nous serons dans un juste milieu entre ce qui serait un système contraint et qui serait la reconduction finalement qui ne changerait que les apparences des séries actuelles, ce que nous voulons évidemment à tout prix éviter, et je pourrais argumenter longuement sur ce point, donc c'est évidemment pas ça que nous voulons. Et puis de l'autre côté, nous éviterons aussi ce qui de toute façon est impossible, c'est-à-dire la fragmentation complète des choix, puisque si vous multipliez, comme il y a 12 spécialités, en imaginant toutes les combinaisons, ce sont des chiffres infaisables. C'est donc un juste milieu qui est trouvé, avec la présence de 7 plus X spécialités dans chaque lycée, mais aussi une logique de réseau entre les lycées, pouvant permettre, sur un même territoire, de partager parfois des options. C'est aussi un point que nous assumons pleinement, et qui d'ailleurs correspond parfois à des réalités existantes aujourd'hui. Merci. La parole est à Madame Françoise Laborde pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma première question est simple. Le ministère de l'Agriculture a-t-il pris une part suffisante dans l'élaboration de la réforme du baccalauréat, appelée, sans vous manquer de respect, réforme Blanquer? Les inquiétudes soulevées par les personnels de l'enseignement agricole et les premières annonces permettent d'en douter. L'agronomie devient une option facultative alors qu'elle était un enseignement de spécialité obligatoire. Une situation inquiétante quand on sait que les titulaires d'un bac S, obtenu en lycée agricole, se destinent souvent à devenir ingénieurs agronomes. Le choix de seulement 2 spécialités en terminale est problématique quand la poursuite d'études supérieures en exige 3, comme par exemple en prépa Veto Agro, exigeant un niveau élevé en mathématiques, physique et SVT. Par ailleurs, certains lycées agricoles ne seront pas en mesure de proposer tous les binômes de disciplines et face à ce risque, les parents risquent de préférer les lycées privés. La question de la survie du service public de l'enseignement agricole est donc clairement posée. Concernant le bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, seul bac technologique de l'enseignement agricole, il sera modifié sans trop de précision à ce jour. La réforme laisse planer le risque d'une diminution d'horaires et donc d'un appauvrissement des contenus. Pouvez-vous nous en préciser les contours ? Par ailleurs, la filière de l'enseignement agricole, seule à être sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture, aurait été oubliée dans les choix proposés par Parcoursup. C'est grâce à la vigilance des enseignants que les filières proposées par les établissements agricoles ont été ajoutées. Certes, la double tutelle de cet enseignement ne simplifie pas les choses, mais comment mieux prendre en compte ces spécificités lors des réformes de l'éducation ?
Merci. La parole est à Monsieur le ministre pour 2 minutes. Bien, Madame la sénatrice, évidemment, comme vous le savez, je suis un grand soutien de l'enseignement agricole et je ne rate jamais une occasion pour dire qu'il se passe dans l'enseignement agricole des choses extrêmement intéressantes qui parfois même peuvent servir de modèle pour l'enseignement, pour les lycées de l'éducation nationale. Donc il n'y a aucune compétition, aucune concurrence et encore moins aucun quelconque désir d'affaiblir l'enseignement agricole au travers de la réforme, vous pouvez en être certaine. La réforme a été conçue en lien avec le ministère de l'Agriculture, bien entendu. Comme d'ailleurs chacune des réformes, même nos systèmes institutionnels le permettent, et mes discussions personnelles évidemment avec le ministre de l'Agriculture. Là, il y a une discipline de spécialité qui a été créée parmi les 12, qui a été clairement conçue pour être implantée dans les lycées agricoles et qui est héritière des séries existantes, et c'est biologie, écologie. Cette discipline peut d'ailleurs, grâce au nouveau système qui est plus modulaire, permettre des ponts plus importants qu'aujourd'hui entre l'enseignement agricole et les filières générales qui parfois sont présentes elles-mêmes, enfin qui souvent sont présentes elles-mêmes dans l'enseignement agricole. C'est donc plutôt un enrichissement des possibilités et des opportunités qui s'ouvrent avec ce baccalauréat qui, en étant plus modulaire, est aussi plus interconnecté. Ce sera vrai entre l'enseignement agricole et l'enseignement général, comme entre l'enseignement général et l'enseignement technologique, dont je reparlerai sûrement, puisque Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure, ainsi que même que l'enseignement professionnel, et je dirais même avec les baccalauréats internationaux. Après, il faut regarder chaque cas spécifique. Vous avez évoqué la prépa veto, qui est peut-être un des cas les plus extrêmes, si je puis dire. Mais nous avons même pensé à cela, et notamment en créant les options mathématiques expertes et mathématiques complémentaires, qui permettent, par exemple, à quelqu'un de choisir physique et SVT et mathématiques complémentaires, et donc d'avoir les 3 disciplines que vous avez mentionnées. Donc nous avons quand même évidemment travaillé à partir des cursus de l'enseignement supérieur et à partir des attendus, justement, ce qui, normalement, ne fait pas d'angle mort dans le continuum lycée-licence que nous appelons de nos vœux. Madame Laborde, pour une réplique. Oui, quelques mots. Merci, Monsieur le Ministre. C'est vrai que, je sais que vous pensez que l'enseignement agricole est un enseignement de qualité. Vous le citez en exemple, nous aussi. Donc, il faut y être très attentif. Et c'est pourquoi je vous demande donc de vous assurer, en coordination avec les autres ministères, mais nous rencontrerons aussi Madame Vidal bientôt, qu'aucun bac d'aucune filière n'ait été oublié en amont et en aval, que les futurs bacheliers auront bien accès à toutes ces filières grâce à Parcoursup. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Piednoir pour 2 minutes. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, le baccalauréat fait partie de notre paysage depuis plus de 2 siècles. Autant dire qu'il constitue désormais une véritable institution dont chaque famille s'est saisie, s'est appropriée. Et cela d'autant plus depuis la massification de l'accès à ce diplôme décrété au beau milieu des années 80. Réformer le baccalauréat, c'est donc s'adresser à chacune de ces familles concernées à plus ou moins long terme et qui nécessairement a un avis sur toute mesure, toute réforme de l'accès à ce diplôme. Mais réformer le baccalauréat, c'est aussi s'adresser aux professeurs qui applique bon gré mal gré les différentes réformes voulues par les ministres qui se succèdent. Il n'est pas question pour moi de trancher la question justement du niveau qui monte ou qui baisse. Néanmoins, il n'est pas possible d'occulter le désarroi de ces professeurs qui constatent que globalement, les élèves qui obtiennent ce premier diplôme de l'enseignement supérieur, comme ça a été dit tout à l'heure, sont de moins en moins armés justement pour affronter l'enseignement supérieur. Ils émettent également, ces professeurs, quelques inquiétudes sur la disparition des séries. Vous le savez, certaines filières de l'enseignement supérieur sont organisées en fonction du baccalauréat que l'on a obtenu. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple que je connais bien, que vous connaissez aussi fort bien, Monsieur le Ministre. C'est celui des classes préparatoires à l'entrée des grandes écoles de commerce, de management. Elles sont organisées suivant le bac qu'on a obtenu. Ma question est simple. Si demain les séries S et ES disparaissent, comme c'est envisagé, quel est l'avenir des filières ECE et ECS? Est-ce qu'il est envisagé de fusionner ces 2 séries et évidemment d'en faire des classes à 48 étudiants dont on sait qu'elles sont beaucoup moins efficientes et au passage évidemment de réaliser de substantielles économies d'échelle? Merci, Monsieur le Ministre, pour 2 minutes. Oui, Monsieur le sénateur Piednoir, c'est évidemment un sujet très important que celui de la hausse du niveau. Vous savez que
j'ai l'habitude de résumer ce que nous avons à faire comme réforme dans l'éducation nationale en disant qu'elle vise deux objectifs qui en fait sont les deux faces d'une même réalité, c'est-à-dire l'élévation du niveau général et la justice sociale. Et nous aurons la justice sociale par l'élévation du niveau général et l'élévation du niveau général par la justice sociale. C'est le sens par exemple du dédoublement des classes de CP et de CE1, c'est le sens de la priorité donnée à l'école primaire et de ce fait que nous voulons qu'on entre dans l'enseignement secondaire avec la maîtrise des savoirs fondamentaux, alors même qu'aujourd'hui, vous avez raison de le dire, il arrive qu'on rentre dans l'enseignement supérieur en ne maîtrisant pas bien les savoirs fondamentaux. Et donc, nous avons toute une pelote à reprendre pour donner une assise plus forte le plus tôt possible dans le système scolaire. Nous prenons chaque étape avec beaucoup de rigueur. Et c'est aussi le sens de cette mesure de début d'année à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire le test de positionnement de début de seconde qui est fait pour voir le niveau en français et en mathématiques. Ce test a été fait ces derniers jours par tous les élèves de seconde de France, remonte informatiquement en ce moment même et nous permet d'avoir pour chaque élève un portrait de son niveau et de déclencher de l'aide personnalisée 3 ans avant l'entrée dans l'enseignement supérieur pour combler les failles là où il pourrait y en avoir. S'agissant de la question sur l'impact sur les classes préparatoires, je voudrais dire à quel point le travail du Conseil supérieur des programmes a justement été conditionné par des observations faites par les acteurs de l'enseignement supérieur, et notamment les professeurs d'université et de classes préparatoires, qui nous signalaient par exemple en sciences ou dans les domaines mathématiques que vous évoquez, un affaissement du niveau lié probablement à des programmes pas suffisamment approfondis. Une des vertus de la réforme du baccalauréat, c'est qu'elle permet à chaque élève qui a choisi une spécialité d'approfondir davantage cette spécialité que ça n'était le cas auparavant. Et cela signifie que tout élève qui choisit un domaine qu'il aurait choisi en allant dans une des séries va faire autant ou plus d'une matière que précédemment. Et que, en plus, les programmes vont plus loin que ça n'était le cas précédemment. Il y a donc une hausse du niveau qui est attendue, mais aussi une hausse du désir. Et c'est précisément parce qu'on a un plus grand choix de spécialités que l'on l'approfondira avec plus de plaisir. Merci. Monsieur Piednoir pour une réplique. 30 secondes. Merci. Oui, je suis pas tout à fait convaincu. D'abord, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur la fusion des filières ECE et ECS, qui était ma question principale. Je maintiens qu'il faut absolument préserver la diversité des publics en classe préparatoire, mais aussi dans les écoles de management. Vous savez à quel point c'est important d'avoir des profils différents, des profils plutôt scientifiques, forts en mathématiques, ou des profils plutôt forts en sciences humaines. C'est ce qui fait la richesse de nos diplômés. Et je crois que c'est vraiment un point sur lequel les professeurs, y compris de l'enseignement supérieur, s'expriment de manière très inquiète. Merci. La parole est à Madame Françoise Cartron pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la réforme du bac, on en parle depuis des années et enfin aujourd'hui, le chantier est lancé, comme cela a été dit précédemment, je crois réclamé et attendu par beaucoup de nos concitoyens, avec un objectif que vous avez affirmé, que le lycée devienne véritablement un tremplin pour la réussite de tous les élèves. Car la réalité est la suivante, seuls 4 enfants d'ouvriers non qualifiés sur 10 aujourd'hui sont bacheliers. Et ces écarts sont plus importants encore pour les filières dites d'excellence, puisque seulement 41% des enfants de cadre supérieur obtiennent un bac S, et pas seulement, contre seulement 5% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Alors j'aimerais insister sur la nécessaire lisibilité de cette nouvelle architecture que vous proposez dans cette réforme du bac, pour l'ensemble des élèves et leurs familles, et en particulier concernant le choix des spécialités. En effet, je pense que la vigilance s'impose sur les stratégies scolaires qui pourraient être mises en place par les familles dans le choix des nouveaux parcours individualisés. J'ai pu le constater ces dernières années, les dispositifs de carte scolaire, les acteurs en charge de leur mise en œuvre, leur appropriation ou non par les parents plus ou moins informés, peuvent renforcer ou pas les inégalités sociales face à l'école. Et j'avais d'ailleurs dressé un constat dans un rapport de 2012, constat malheureusement resté sans suite. Alors que les lycées devraient laisser le libre choix de la combinaison des spécialités à l'élève, alors que le recteur sera le garant de la bonne répartition de l'équilibre des spécialités sur le territoire, alors qu'un premier trimestre doit être dédié à l'accompagnement dans la construction du projet, il est très clair que des politiques de régulation et d'accompagnement sont primordiales. Ma question est donc la suivante.
Quel budget, quels outils de régulation le gouvernement entend-il développer afin d'éviter que certains enfants soient défavorisés ou victimes d'un déficit d'information? Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la sénatrice Cartron, c'est une question dense et très importante. À chaque fois, j'ai 2 minutes. Ça explique aussi que je ne veux pas répondre à la totalité de sujets qui mériteraient chacun une demi-heure. Et donc, par rapport à la question précédente, je veux dire que les professeurs de classes préparatoires travaillent en ce moment justement aux transformations intéressantes que permet la réforme du baccalauréat. Et demain et après-demain, la conférence des grandes écoles se réunit avec en particulier ce sujet. Je suis très optimiste sur ces questions parce qu'en réalité, on fait bouger les lignes et ça oblige justement à des modernisations qui de toute façon sont nécessaires. Et qui renvoie aussi à une simplification des horizons. C'est-à-dire que ce qui crée aussi de l'injustice sociale, c'est la difficulté à décoder l'enseignement supérieur. Et donc, nous arrivons aussi à un objectif de simplification. Cet objectif de simplification va de pair avec un objectif en matière d'orientation. Ça commence cette année avec les 54 heures consacrées en classe de seconde, qui sont clairement des heures pour l'information sur les métiers, mais surtout pour l'information sur l'enseignement supérieur et l'information sur les parcours de spécialité, de façon à lutter contre les inégalités et à éclairer l'ensemble des élèves, et à impliquer aussi les professeurs dans cela, puisque nous ne voulons pas avoir des fonctionnements en silo des acteurs de l'éducation nationale, mais des fonctionnements en équipe. Et on a vu le succès l'année dernière du 2e professeur principal en classe de terminale comme éclaireur pour les élèves et une meilleure préparation intellectuelle et mentale de l'élève à ce qu'il attend ensuite dans l'enseignement supérieur. Et c'est typiquement ce type d'expérience que nous allons développer en seconde cette année, et puis en première et en terminale, de façon à éclairer le chemin. De nouveau, je pense que la réforme permet de ce point de vue-là des évolutions très intéressantes parce qu'elle vise à supprimer la hiérarchie des filières qui existe aujourd'hui, et elle vise à ce que l'on choisisse une spécialité parce qu'elle fait envie, et aussi qu'on puisse prendre ensuite des passerelles si on considère, notamment en fin de première, que la spécialité que l'on a prise ne correspondait pas en fait à ce que l'on souhaitait. Vous n'avez pas de possibilité de réplique, Madame Cartron. Vous avez utilisé vos 2 minutes. Je suis désolée. La parole est à Madame Sonia de la Provôté pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, la réforme du baccalauréat ne peut être dissociée, 1, de la refonte du lycée, et 2, nous y tenons, d'une réforme de l'orientation pour accompagner le jeune au moins depuis le collège jusqu'au lycée, voire après. L'objectif est pour chacun la réussite dans la voie choisie et dans la future vie professionnelle. Si l'on considère la question de l'orientation, elle répond à un véritable défi, un idéal à atteindre, celui du choix éclairé du jeune sur son avenir. Ceci pose la question des moyens et outils pour effectuer ce choix. Un jeune, acteur de ses choix, est capable de mesurer la meilleure option entre ses goûts, ses envies et ses compétences, indépendamment de sa situation sociale, géographique ou familiale. La mise en place de disciplines de spécialités facultatives, en plus d'un tronc commun, renforce la construction de ce choix. Plus de souplesse et de liberté dans les combinaisons d'enseignement, c'est servir ce projet. C'est donc la question de l'information portant sur les filières, les métiers, les parcours et les carrières qui se pose. Pour qu'un jeune arrivant au lycée à 15 ou 16 ans puisse décider de façon éclairée ses études, il doit avoir accès à cette information, et ce en lien avec la réalité du monde du travail. Il doit aussi être clair avec les compétences utiles ou indispensables pour réussir son parcours et donc des matières nécessaires. Or, un jeune ne sait pas toujours en seconde ou même en première du reste ce qu'il veut faire. Pour l'élaboration d'un véritable parcours, l'appétence pour les disciplines ne saurait être le seul guide du choix du jeune. En plus, et plus il y a une marge de liberté, plus cela profite aux mieux informés. Les déterminismes sociaux pèsent encore lourd sur la réussite des élèves en France. Aussi, Monsieur le Ministre, nous aimerions connaître la méthode, le calendrier, les moyens, les services que vous allez mettre en place afin de garantir au mieux ce choix éclairé à nos lycéens. Réformer le baccalauréat, Monsieur le Ministre, n'a de sens, vous en conviendrez, que si cette organisation existe vite et sans demi-mesure. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci Madame la sénatrice de la Provôté. J'observe que vous me demandez de faire vite et bien, que le sénateur Ouzoulias me demandait de me hâter tranquillement. Et je crois que le gouvernement est sur une ligne d'équilibre entre les impératifs de rapidité et les impératifs de sérénité. C'est un élément majeur, parce que je rappelle que c'est quand même un bac 2021 qui a été annoncé par le Premier ministre
en juin 2017, donc on ne peut pas dire que 4 années ce soit de la précipitation, et en même temps on voit bien que le compte à rebours auquel cela renvoie est un compte à rebours néanmoins assez soutenu sur le plan du rythme et avec beaucoup de contenu. Je pense qu'il était difficile de faire plus dense, mais en même temps qu'il était difficile aussi de faire qu'il aurait été impossible de faire plus lentement ou plus rapidement. Donc nous sommes sur cette ligne d'équilibre en ce qui concerne la temporalité. Bien entendu, en effet, vous avez tout à fait raison, l'ensemble de cette logique réclame une évolution de notre système d'orientation, dont nous avions de toutes les façons besoin. Et ceci est amorcé, et c'est vrai, ne sera pleinement mûr qu'au fil de cette réforme. Quels sont les éléments de cette évolution de l'orientation? C'est une vision plus en continuum, là aussi. C'est dès la classe de 6e que les enjeux d'orientation, si on veut de l'équité sociale, doivent s'affirmer et continuer jusqu'en terminale et même au-delà. Et donc, cela signifie aussi, et là ce n'est plus un continuum dans le temps, mais je dirais dans l'espace, que c'est l'ensemble des acteurs et pas seulement les spécialistes de l'orientation qui doivent être mobilisés. On le voit avec le 2e professeur principal en classe de terminale, et on le voit dans les textes qui existent déjà, que nous n'aurons pas à changer sur ce point, et qui disent que les professeurs doivent jouer ce rôle. Et en effet, ce rôle, ils l'ont pour aider les élèves, non pas parce qu'ils sauraient tout sur l'orientation, mais parce qu'ils sont là, ils connaissent les élèves et ils peuvent les aider dans leur choix. L'élément fondamental de transformation, c'est aussi notre alliance avec les régions, l'alliance éducation nationale-région, que j'ai eu à présenter ici même et qui va donner ses premières conséquences en cette année pour la classe de seconde, puisque les 54 heures dont j'ai parlé sont l'occasion pour les régions d'être là. C'est aussi l'arrivée des nouveaux outils numériques, souvent partagés avec les régions. Il y a quelques régions, par exemple, comme l'Île-de-France ou la Nouvelle-Aquitaine, qui ont développé des outils ces derniers temps très intéressants et qui aideront dans ce cadre-là. Et nous avons aussi un site qui s'appelle maseconde2018-2019.fr qui va contribuer à cette information des élèves. Mais c'est un spectre de mesures qui, en effet, va se déployer entre maintenant et 2021. Merci. Madame de la Provoté pour une réplique de 30 secondes. Oui, Monsieur le Ministre, juste pour dire qu'il va y avoir 2-3 générations de bacheliers qui ne vont pas être pleinement accompagnées comme vont l'être celles qui vont suivre derrière. Et peut-être qu'il faudra concevoir pour ces quelques générations entre les deux un accompagnement renforcé pour qu'eux aussi aient un maximum de chances de bien maîtriser leur choix et d'avoir un éclairage complet sur leur avenir et sur ce qu'ils souhaitent faire. Merci. La parole est à Madame Maryvonne Blondin pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Lieu de mémoire de l'identité française, selon Pierre Nora, le baccalauréat a déjà fait l'objet de nombreux débats. Si nous ne sommes pas opposés à une réforme de cet examen, nous ne pouvons qu'exprimer notre vive inquiétude face à la précision de nombreux aspects de ce chantier dont la mise en œuvre est lancée. Des inquiétudes relatives à l'organisation d'abord. Les chefs d'établissement n'ont aucune visibilité sur les modalités pratiques pour le moment. Des difficultés dans l'organisation d'emploi du temps des élèves, des services des enseignants, des administratifs, des locaux, une accumulation d'épreuves en première et terminale avec le contrôle continu et les épreuves blanches. Plus de journées banalisées seront-elles nécessaires? Les correcteurs seront extérieurs. Mais extérieurs à quoi? À la classe, à l'établissement? Vous annoncez la fin des filières et le déploiement de spécialités, 12 au total. Certes, une carte académique sera élaborée par les rectorats et permettra de les répartir entre les différents établissements, 7 d'entre elles partout, proposées partout. La liberté de choix des couplages donnés à l'élève sera très réduite dans certains secteurs ruraux et dans certaines villes, comme l'a dit la présidente tout à l'heure. Et le réseau mis en place dans un périmètre donné entraînera des difficultés de transport, d'aménagement d'emploi du temps et de responsabilité également. Ce lycée modulaire proche du modèle britannique risque fort d'entraîner une spécialité des établissements et dès lors réapparaîtra des filières officieuses. L'élève entrepreneur de son parcours devra dès demain, la seconde, choisir des spécialités. Devront-elles nécessairement être en lien avec son futur parcours universitaire? Le baccalauréat est devenu le premier grade. Et ces choix précoces et pas très éclairés encore risquent fort de se faire au détriment des élèves venant des familles les plus défavorisées. Alors avec 2600 postes en moins, administratifs et professeurs, comment entendez-vous mettre en œuvre efficacement ce vaste chantier? Merci, Monsieur le Ministre. Pour 2 minutes.
Et merci Madame la sénatrice. Alors, comme toute évolution, il y a toujours des questions qui se posent, mais tout est dans la façon de présenter ces questions. D'une certaine façon, votre question est un hommage à la densité de cette réforme, parce que vous avez égrené les différentes questions qui se posent, et en effet, elles se posent. Après, il y a différentes façons de décrire ce que cela signifie. Soit on est dans un optimisme collectif sur le fait que oui, nous avons des réponses, et je peux vous le démontrer, soit on cherche à entretenir de l'inquiétude, ce qui serait évidemment totalement contre-productif pour l'intérêt général. J'invite donc tout le monde, y compris la représentation nationale, à être dans cet esprit constructif pour un objectif d'intérêt général. Parce que sur chacune des questions qui me rappellent certaines questions posées par certains syndicats en ce moment, en réalité, ne faisons pas semblant de croire qu'il n'y a pas de réponse. Il y en a. Les 2 minutes me manquent, mais vous dites que les chefs d'établissement sont dans le brouillard. Je fais presque chaque jour de ce mois, des semaines qui viennent de passer, des réunions de proviseurs dans toutes les régions de France. Je le fais avec Mme Luigi, qui d'ailleurs m'accompagne aujourd'hui, qui est inspectrice générale. Nous répondons aux questions qu'ils se posent, aux questions très concrètes qui se posent, et notamment la question du calendrier de cette année. Et vous l'avez dit d'ailleurs, je vois que vous êtes informé, le calendrier des spécialités, d'implantation des spécialités, fait qu'au mois de janvier, chaque établissement aura tout à fait le cœur net sur l'implantation des spécialités, ce qui détermine d'ailleurs un calendrier de dialogue avec l'élève qui commence dès maintenant pour expliquer ce que sont les spécialités, pour préciser ensuite celles qui seront présentes dans l'établissement et permettre au fil de l'année à l'élève de définir d'abord peut-être 4, puis 3 spécialités qu'il ou elle choisit. On peut avoir donc beaucoup de sérénité, même si en effet beaucoup de choses changent, et c'est heureux que ça change, puisque tout le monde disait qu'il fallait que ça change. Il serait donc étonnant aujourd'hui de vouloir s'en inquiéter. C'est une réforme qui a été préparée. Nous avons à chaque fois les réponses. Et je le redis, puisque vous avez fait écho effectivement à ce qu'avait dit Madame la Présidente, mais j'y avais répondu à la tribune, l'objectif est un objectif d'équité territoriale. Donc non seulement on ne va pas accentuer les inégalités, mais au contraire, on va compenser certaines inégalités par nos mécanismes d'implantation. C'est très clairement affirmé et ce sera fait. Et chaque chose qui se passe sera de toutes les façons un plus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Autrement dit, il y a des disciplines nouvelles, des spécialités nouvelles. Nous n'implanterons pas tout partout, mais les implantations nouvelles seront des valeurs ajoutées par rapport à la situation d'aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Lafont pour 2 minutes. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Le succès du nouveau bac dépend en partie de la façon dont les établissements vont se l'approprier. Et ma question va donc porter sur la marge de manœuvre, la liberté d'action qui sera la leur, notamment sur 3 sujets concrets, le recrutement, le temps de travail et l'organisation. Sur le recrutement, la création de 2 nouveaux enseignements, je pense à celui du droit et ceux des enseignements en informatique, pose insidieusement la question de la diversification du corps enseignant, puisque, en effet, en l'absence de CAPES et d'agrégation spécialisée, ne peut-on pas envisager que les lycées recrutent librement des professeurs associés en fonction de leurs compétences professionnelles dans ces 2 secteurs? La société civile n'a pas moins de ressources, peut-être au contraire même elle en a davantage, en tout cas actuellement, sur ces 2 sujets que le corps enseignant actuel. Et n'y a-t-il pas là matière à souplesse qui pourrait aider la mise en place de ces 2 enseignements? En matière de temps de travail, les obligations de service des enseignants sont aujourd'hui fixées de manière hebdomadaire. Cette réglementation nationale empêche les chefs d'établissement d'expérimenter des solutions pédagogiques innovantes sur la périodicité des enseignements ou sur la semestrialisation de l'année scolaire. Le temps n'est-il pas venu d'avancer sur l'annulation des obligations de service, comme l'ont proposé de nombreux sénateurs, je pense à Gérard Longuet, mais aussi Max Brisson et Françoise Laborde récemment. Pour finir, en matière d'organisation, les établissements ont là aussi besoin de souplesse pour s'adapter aux besoins des élèves et aux spécificités des territoires. Vous avez repris la proposition de réseau du rapport de Pierre Mathiot. Il y avait d'autres propositions, je pense en particulier à la liberté pédagogique dans le dernier trimestre de l'année de terminale, qui, me semble-t-il, n'a pas été reprise. Sur toutes ces questions, permettez-moi de conclure avec une citation de Raymond Barre qui disait « Si justement qu'il faut faciliter l'action des autres plutôt que de décider à leur place », je ne sais pas si vous apprécierez la référence à Raymond Barre, mais j'espère que vous apprécierez le contenu de sa citation. Et je terminerai donc en vous posant une question. La réforme du bac n'est-elle pas une bonne occasion de faciliter l'action des établissements plutôt que de décider à leur place en leur accordant plus d'autonomie? Merci. La parole est à Monsieur le Ministre.
Merci, monsieur le sénateur Lafont. Je n'ai aucun problème avec des citations de Raymond Barre. De façon générale, d'ailleurs, je pense que l'intelligence collective bénéficie de citations variées. Et comme vous le savez, ces origines universitaires sont faites pour me plaire. Donc, je pense qu'en effet, cette phrase, en plus, peut s'appliquer à ce que nous avons à faire. C'est-à-dire qu'il faut en effet renforcer l'autonomie des établissements. Et j'en profite pour dire que cette autonomie, à mes yeux, doit être renforcée par la réforme, plus fortement d'ailleurs que celle des collèges. C'est deux autonomies différentes auxquelles il faut penser. Et ça correspond d'ailleurs à cette autonomie de l'élève que nous voulons renforcer. Nous sommes de plus en plus dans une logique où nous voulons un élève qui est une première partie de sa vie, qui va de la maternelle jusqu'à la fin du collège, pour acquérir un socle commun à tous les élèves de connaissances, de compétences et de culture. Et puis une deuxième partie de la vie qui commence avec la classe de seconde et où commence à être un pré-adulte qui fait des choix, qui se responsabilise, qui bien sûr peut faire des erreurs, peut avoir le maximum d'opportunités de passerelle et est accompagné pour cela. C'est clairement la philosophie. L'autonomie donc des lycées doit se trouver renforcée parce que le processus dont nous parlons depuis tout à l'heure est un processus qui invite à la créativité. Dans la période actuelle, et c'est ce que je dis aux proviseurs, je les ai vus hier à Nancy, je les vois demain à Angers, nous le voyons dans toute la France, en leur donnant ce message qui est, dans la période qui est entre maintenant et le mois de janvier, vous avez la possibilité de formuler votre projet éducatif, discuter avec le rectorat et d'arriver ainsi à quelque chose d'original qui correspond à ce que vous avez envie de développer comme projet éducatif avec vos équipes pour le lycée. Et ceci va créer une nouvelle atmosphère du lycée, c'est en tout cas ce que nous souhaitons, et doit permettre de faire du lycéen, de mettre le lycéen dans une situation de choix beaucoup plus grand. Cela pose, c'est aussi un contenu de votre question, un sujet de ressources humaines aussi, pour l'ensemble des choix nouveaux que nous donnons. Et cette problématique de ressources humaines est plus importante dans les disciplines complètement nouvelles. Alors c'est particulièrement vrai de sciences informatiques, qui est une des grandes innovations de la réforme. Nous avons un grand plan de formation pour permettre de répondre à cela, d'articulation aussi avec d'autres disciplines comme les mathématiques par exemple. Mais là aussi c'est quelque chose qui est planifié et puis qui va avancer graduellement au fil des années. Autrement dit, la spécialité sciences informatiques sera implantée de plus en plus au fil du temps au cours des prochaines années. Merci. La parole est à monsieur Jacques Grosperrin pour 2 minutes. Merci, Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, déjà 210 ans que Napoléon a créé le baccalauréat en 1808, avec aussi déjà à ce moment-là des épreuves orales de grec et de latin. Je tenais à le souligner vis-à-vis de l'expression orale dont vous parliez tout à l'heure. 1% à ce moment-là donc réussissait. On sait que dans les années 1880, c'était à peu près c'était 1% à ce moment-là, et que maintenant c'est beaucoup plus. Beaucoup de réformes dès lors. Beaucoup trop de ministres, en tout cas, j'espère que vous ne démissionnerez pas parce que nous avons besoin de vous. Mais je voudrais vous dire simplement que le collège, considéré comme un petit lycée, le lycée considéré comme le moment où on passe le baccalauréat, a du mal à trouver sa place. Et vous savez que je suis un partisan défenseur de l'école du cycle commun. La philosophie, on a bien compris que c'était sortir de la prédominance des mathématiques, de la filière S qui ne règle pas tout, et d'envisager un parcours de Bac+3, Bac-3. Je crois que c'est la notion qui est fondamentale, je m'en réjouis, et on ne peut plus accepter cet échec qu'on rencontre en licence 1, 2 ou 3, et surtout d'accepter une orientation qui se fait par défaut. Je voudrais néanmoins, même si vous en avez répondu tout à l'heure en grande partie, attirer votre attention aussi sur la situation des proviseurs qui sont inquiets à ce jour. Ils nous ont dit qu'ils avaient peu d'informations, qu'ils avaient des difficultés, qu'ils s'interrogeaient sur la mutualisation. En ville, ça ne posera pas de problème, en milieu rural peut-être plus difficile. La répartition, les programmes, l'examen national. Je pense qu'il est important de les rassurer. Et puis aussi vis-à-vis de la carte et du menu. Lorsque c'est un menu, j'ai peur qu'on revienne sur des filières de nouveau. Et lorsque c'est à la carte, on a le choix de choisir son dessert et c'est souvent plus savoureux, surtout lorsqu'on n'aime pas. Vous interpellez aussi sur les attendus. Il faut absolument qu'il y ait des attendus qui soient mis en place par les universités, parce qu'à ce jour, c'est quelque chose qui va pouvoir les décider, en tout cas les aider. Le temps de l'éducation, bien sûr, n'est pas le temps politique. 2021, pourquoi? Je pense que c'est aussi parce que c'est avant 2022, mais je ne vous en veux pas. Il faut aller vite pour Parcoursup, c'est fondamental. Il faut des moments de cadrage. Il faut aussi se méfier parce qu'il y a un contexte social qui peut être dangereux. On le voit, il y a des élections syndicales en décembre. Vous avez, malgré vous, et je le sais, subi, en tout cas, le Bercy est peut-être intransigeant vis-à-vis de ça. C'est difficile de parler de cette réforme à un moment où il y a suppression de postes. C'est difficile et je sais que ça vous affecte certainement. Donc il peut y avoir une instrumentalisation. Donc ma question est simple, c'est comment pouvez-vous rassurer l'ensemble de la communauté éducative, des professeurs et bien sûr des lycéens? Merci. La parole est à monsieur le ministre. Merci, monsieur le sénateur Grosperrin. Je pense que non seulement je peux rassurer la communauté éducative, mais je peux l'enthousiasmer. J'ai l'habitude de dire dans ces
assemblées de proviseurs auxquelles je faisais référence que cette réforme n'est pas de l'huile de foie de morue, c'est de la vitamine C. Autrement dit, ça n'est pas cette présentation habituelle que l'on fait des réformes où on dit c'est dur, on va souffrir, il y a beaucoup de choses à accepter qui vont être pénibles, mais c'est pour un bien qui interviendra ensuite. Ça n'est pas du tout ça. Cette réforme est enthousiasmante. Elle a été, je le rappelle, réalisée à la lumière de beaucoup de travaux que les uns et les autres vous avez menés, à la lumière de consultations très larges. 40 000 lycéens ont participé. C'est d'ailleurs pour ça que dans les enquêtes que nous faisons sur la réception de cette réforme par les uns et les autres, elle est très majoritairement considérée comme très positive. Donc nous devons y aller avec l'enthousiasme qui s'y est. Ça ne signifie pas qu'elle ne pose pas une multitude de questions, et nous sommes là pour en discuter, mais je le redis, nous sommes très sereins par rapport à ça, parce que nous apportons des réponses à ces questions, et l'entrée dans la nouveauté ne doit pas être angoissante. Donc, comment enthousiasmer les 3 catégories de personnes auxquelles vous avez fait référence? Enthousiasmer d'abord et avant tout les lycéens, parce que, en effet, nous leur offrons un lycée beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de possibilités de choix et préparant beaucoup mieux à l'enseignement supérieur qui intervient ensuite. C'est le point fondamental, c'est le but, et c'est compris comme cela par les lycéens aujourd'hui, je le crois. À telle enseigne d'ailleurs que les lycéens qui ne sont pas très contents aujourd'hui, c'est les élèves de première et de terminale qui disent on aimerait bien avoir la réforme qui vient derrière nous. Ce qui d'ailleurs, là aussi, plaide pour le fait de ne pas trop traîner dans la réalisation de cette réforme. Deuxième catégorie, les professeurs. Là aussi, les professeurs qui en général sont passionnés par leur discipline voient une occasion avec la refonte des programmes d'avoir une modernisation de ces programmes et un approfondissement plus important que ça n'était le cas jusque-là. Et puis les proviseurs, je l'ai déjà un peu dit, mais je le redis, sont très informés actuellement, très réunis. Nous leur envoyons une lettre d'information tous les 15 jours. Il y a un pilotage de la réforme qui est réalisé par le ministère et qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, c'est toute l'équipe éducation nationale qui est mobilisée autour de la réforme qui va se dérouler au cours de cette année à un train qui est rapide, mais qui est serein. Merci. La parole est à Madame Claudine Lepage. Pour 2 minutes, chers collègues. Oui, merci Madame la Présidente. La réforme du baccalauréat concernera bien entendu également les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger. Cette année, le taux de réussite est de 97,3%, 17 609 candidats et 17 134 reçus. En tant que parlementaire représentant les Français de l'étranger, je suis très attachée au bilinguisme, voire au plurilinguisme, indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Il n'est pas rare qu'un lycéen issu du réseau AEFE maîtrise 3, voire 4 langues à la fin de sa scolarité. Alors, pourquoi ne pas encore renforcer et développer l'enseignement des langues dans les lycées en France? L'expérience du réseau AEFE prouve qu'il est parfaitement possible aux élèves d'étudier 3 langues sur une même période. Ensuite, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir à quelle date les élèves du réseau AEFE bénéficieront du numéro INE, l'identifiant national élève. Ils n'en ont pas actuellement et cette absence est très dommageable puisque les élèves de seconde ne pourront effectuer le test numérique de positionnement en français et mathématiques, faute d'identifiant. Dans le cadre des inscriptions au portail Parcoursup, l'absence de cet identifiant est également très préjudiciable. Les familles doivent saisir manuellement tous les bulletins scolaires. Les élèves ne peuvent pas effectuer les démarches de téléinscription à l'université dès le mois de juillet. Ils doivent attendre la fin août et leur arrivée en France pour effectuer la démarche d'inscription. Donc, afin de garantir les mêmes droits à ces élèves, il me paraît urgent, Monsieur le Ministre, de trouver une solution rapide à cette difficulté d'ordre technique. Si, la parole est à Monsieur le Ministre. Merci Madame la sénatrice Lepage, merci d'évoquer les lycées à l'étranger que je cite aussi très souvent parce qu'eux aussi ils font partie des locomotives de notre système et ils démontrent d'ailleurs que l'ADN du système français aurait été très fort puisqu'il y a une telle attractivité de ces lycées que ça montre bien que les façons d'enseigner à la française, loin d'être marginales ou désuètes,
sont au contraire très attractives à l'échelle mondiale. De ce point de vue-là, on ne peut aussi que souligner, comme vous l'avez fait, l'importance des langues. Vous le savez, on vient de me remettre un rapport. Mme Manès et M. Taylor m'ont remis un rapport ces derniers jours sur le renouveau de l'enseignement des langues en France. Et nous allons en effet aller très loin en la matière, dans le sens que vous venez de souhaiter. C'est-à-dire favoriser la réelle maîtrise d'une première langue vivante à l'école primaire et la maîtrise, d'ailleurs, cela fait partie des souhaits exprimés par le Président dans son discours de la Sorbonne, que chaque élève sorte du système en maîtrisant bien 2 langues vivantes étrangères. C'est donc là un objectif, en effet, que nous devons poursuivre, et en effet, les lycées de l'AEFE peuvent nous servir de modèle. Vous le savez, nous avons une réflexion importante et approfondie sur les lycées français à l'étranger. Cela donnera lieu à un grand séminaire avec Jean-Yves Le Drian et moi-même ces prochains temps, au cours des prochaines semaines, pour aller vers plus d'ambition pour l'AEFE. La réforme du baccalauréat est une occasion de modernisation et d'internationalisation du baccalauréat, non seulement parce qu'il y a eu des inspirations étrangères pour cette réforme, on a cité l'Italie et l'Angleterre, mais c'est le cas aussi d'autres pays, et que sa dimension plus modulaire va permettre plus d'interaction avec d'autres baccalauréats mondiaux. Et par exemple, nos baccalauréats binationaux, non seulement ne sont pas mis en cause, mais sont valorisés par cette évolution. Donc c'est un point très important. Par rapport au point technique que vous avez évoqué, qui est l'INE, on a une illustration de ce que je viens de dire, parce que j'ai le plaisir de vous répondre qu'une réponse positive sera apportée à votre question dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire à la rentrée 2019. Les élèves des lycées français de l'étranger auront un INE, et c'est justement ces différentes modernisations comme Parcoursup ou la réforme du baccalauréat qui ont suscité cette modernisation qui, de toute façon, était indispensable. Merci Madame Lepage. Pour une réplique, si vous le souhaitez. Oui, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Donc, si j'ai bien compris, l'INE sera disponible, attribué aux élèves à partir de la rentrée 2019. Donc, ça pose encore un problème pendant une bonne année aux élèves qui sont actuellement scolarisés. Merci quand même. Merci. La parole est à Monsieur Max Brisson pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bien des orientations contenues dans votre réforme du baccalauréat vont dans le bon sens. C'est le cas des enseignements de spécialité qui offriront une plus grande personnalisation des parcours. C'est le cas d'un calendrier qui permettra la prise en compte d'une partie des notes dans Parcoursup et mettra un terme à un mois de juin sans cours. C'est le cas du renforcement de l'oral. L'introduction du contrôle continu dans la notation finale à hauteur de 40% aurait pu être également considérée comme un élément positif. Toutefois, ces 40% ne seront en fait constitués que pour 10% des notes du livret et pour 30% de notes issues d'épreuves type bac blanc ou partiel, organisées à partir de sujets tirés d'une banque nationale. Je crains donc à l'inverse de l'objectif recherché. Nous assistions à un étalement du bachotage tout au long des classes de première et terminale, puisque concrètement les élèves entreront dans des périodes de révision à répétition et qu'à défaut de contrôle continu, on est plutôt du bachotage continu. Cela pourra également mener à un formatage de ces rendez-vous dans chaque établissement. Ils rythmeront leur cadre pédagogique et empêcheront ainsi les initiatives plus innovantes qui ne peuvent reposer que sur la liberté donnée aux enseignants. Le risque est donc grand que le lycée reste le parent pauvre de l'innovation pédagogique et que le baccalauréat continue de formater la pédagogie. Ma question est donc la suivante. Lors de votre audition le 4 juillet devant notre commission, vous indiquiez, je cite, « Le risque de bachotage est réel, il a été identifié et un travail est fait pour l'éviter. Pouvez-vous nous éclairer sur les travaux menés pour l'éviter ?» Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Sénateur Brisson. C'est en effet une question importante à laquelle j'ai partiellement répondu dans mon discours. Donc le risque, je le redis, est identifié. Ce serait absurde de reporter du mois de juin vers d'autres moments de l'année les lourdeurs du baccalauréat actuel. Je pense que les dispositions que nous avons prises permettent de garantir et l'objectivité et la simplicité, qui sont les 2 objectifs que l'on peut se fixer. D'abord, l'objectivité, puisque c'est l'existence de banques de sujets nationaux. Ensuite, la simplicité, parce qu'une autonomie est donnée à l'établissement pour l'organisation de cela. Et je le redis, les établissements sont habitués à cela, puisqu'ils le font au travers de bacs blancs et que nous n'allons pas imposer des dates spécifiques aux établissements, mais ils le font dans des fourchettes de dates
assez large pour permettre des souplesses de fonctionnement. Cette organisation des épreuves ne saurait être décrite, comme vous l'avez fait, comme du bachotage continu, parce que c'est un petit peu comme la ville à la campagne, si vous voulez. Il y a une sorte d'oxymore dans l'expression. D'une certaine façon, si ce que vous venez de dire se produisait, ce serait une bonne chose, c'est-à-dire d'avoir du travail en continu de la part des élèves. C'est exactement ce que nous voulons en première et en terminale, atteignant ainsi l'objectif que nous voulons, c'est-à-dire un travail continu, une préparation sereine, approfondie des élèves à ce qui les attend ensuite dans l'enseignement supérieur. Ensuite, il est tout à fait démontré que le fait de se tester régulièrement est quelque chose qui crante de la connaissance chez l'enfant et l'adolescent, et chez l'adulte aussi d'ailleurs. Et donc ce nouveau rythme nous paraît au contraire très sain. Bien entendu, tout ceci est encadré aussi par des recommandations pédagogiques qui vont dans le sens de donner un sens à ces différentes étapes, et le travail aussi du Conseil supérieur des programmes est fait pour rythmer d'une manière, je dirais, trimestrielle ces programmes de première et de terminale. Monsieur Brisson, pour une réplique à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, si mes calculs sont bons, on aura quasiment une épreuve toutes les 7 semaines. Donc on sera bien sur du bachotage continu. En fait, vous n'avez pas voulu aller vers du contrôle continu. Vous avez reculé devant les organisations syndicales et vous n'avez pas été dans le sens du rapport Mathiot qui proposait bien d'avoir 40% de contrôle continu. Donc il faut aussi faire confiance aux professeurs, à leur capacité aujourd'hui à évaluer les professeurs tout au long de l'année et donc donner toute sa place au contrôle continu, parce que vous n'avez pas répondu sur la partie de ma question qui portait sur la liberté pédagogique et l'autonomie des professeurs. Merci. La parole est à Madame Laure Darcos pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nul ne peut nier qu'aujourd'hui, le baccalauréat est à bout de souffle. Trop d'épreuves, une organisation complexe pesant sur la vie des établissements et le travail des élèves, un diplôme sans réelle valeur et ne garantissant pas la réussite dans l'enseignement supérieur. Tout plaidait pour une réforme de grande ampleur. La réforme que vous proposez à l'horizon 2021 peut être un atout pour nos jeunes. La nouvelle organisation des études appelle toutefois l'élaboration de nouveaux programmes d'enseignement. C'est la raison pour laquelle vous avez saisi le Conseil supérieur des programmes qui a d'ores et déjà constitué une quarantaine de groupes d'experts ayant pour mission de concevoir des projets pour les 82 nouveaux programmes prévus pour le futur lycée. Il s'agit d'une procédure longue, d'autant plus longue que les enseignements traditionnels vont être modifiés en profondeur, que la fin des séries générales bouleversera le contenu des matières et que de nouveaux enseignements verront également le jour. Je renouvelle mon soutien à la présidente du CSP, Souad Ayada, mais j'espère que les tensions internes ne ralentiront pas le rétroplanning de ces programmes. Car pour les éditeurs de livres scolaires, une véritable course contre la montre est engagée. Nul n'ignore en effet la place du livre scolaire lors d'une réforme d'ampleur. Il constitue le premier outil de mise en œuvre opérationnelle de cette réforme, auquel les enseignants se réfèrent prioritairement vis-à-vis du bulletin officiel. Avec la décentralisation, cela ne m'a pas échappé que les régions sont en première ligne pour financer les manuels scolaires papier au lycée. En 2019, il leur faudra intégrer le coût de la réforme sur 2 niveaux, seconde et première pour la voie générale et technologique, et sur un niveau pour la voie professionnelle. Selon les estimations de Régions de France, le coût total de la réforme pour un équipement complet des élèves des voies générales et technologiques sur 2 ans et 3 niveaux s'élèveront à plus de 300 millions d'euros. Pour exemple, la région Île-de-France devra débourser 30 millions d'euros. Nous leur devons bien entendu une visibilité totale à court terme afin qu'elles déterminent aussi exactement que possible leur politique de soutien en la matière. Je crois savoir que les éditeurs sont en contact avec chacune des régions et sont prêts à fournir conjointement des manuels papier ou numériques. Ma question sera précise, Monsieur le Ministre. À quelle date les programmes définitifs seront-ils publiés et ce calendrier permettra-t-il à tous les partenaires de l'éducation nationale, enseignants, familles, libraires, régions, de disposer dès la rentrée 2019 des nouveaux manuels et ressources pédagogiques? Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Madame la sénatrice Darcos, votre question me permet aussi de terminer la réponse au sénateur Brisson, puisque si je reculais devant les organisations syndicales ou les lobbies à chaque occasion, ça se verrait et ça se saurait. Et nous ne serions même pas là pour parler de la réforme du baccalauréat. Donc c'est clairement en fonction de choix
d'équilibre et de maturité, si je puis dire, que les options retenues l'ont été. Et d'ailleurs, le rapport Mathieu ne préconisait pas 40% de contrôle continu sur le bulletin. Et nous avons introduit ces 10% qui sont déjà une avancée très intéressante. Et sur la question des manuels scolaires, il y a des problèmes qui sont structurels et qui ne sont pas liés à la réforme du baccalauréat. Et puis, il y a la réforme du baccalauréat et des programmes du lycée qui posent, comme à chaque fois qu'il y a une réforme des programmes, des questions bien normales. Alors, pour répondre précisément à votre question, il y a un rythme qui est parfaitement tenu. Et le CSP fait bien son travail, c'est peut-être ce qui agace certaines personnes. À la fin du mois d'octobre, les programmes élaborés par tous les groupes de travail très mixtes, composés de personnalités très diverses, seront remis. Ces programmes seront donc publics, feront l'objet d'une consultation correspondant grosso modo au mois de novembre. Donc au cours du mois de novembre, l'ensemble de la société française, et notamment les professeurs, seront en situation d'analyser ces propositions pour faire des observations. Ces observations seront pleinement prises en compte pour, tout au long du mois de décembre, faire les programmes définitifs. Mais cela signifie que dès maintenant, et en tout cas dès la fin du mois d'octobre au plus tard, les éditeurs sont en situation de connaître ce qui se dessine, et en réalité ils sont déjà en contact avec le CSP pour avoir les premières tendances et pouvoir faire travailler les équipes. Donc nous sommes dans un calendrier qui en fait correspond à de précédentes situations où certes la situation oblige à une certaine rapidité, les éditeurs à une certaine rapidité, mais cela est parfaitement faisable. Sur le plan du financement, il y a aussi des transformations nécessaires. La question du coût a toujours été posée. Nous travaillons notamment à ce que ça puisse être considéré comme un investissement. Vous avez cité l'exemple de la région Île-de-France. Nous sommes en dialogue avec cette région comme avec d'autres pour voir comment cela peut être fait, auquel cas c'est tout à fait supportable. Et d'ailleurs, ça doit être considéré comme un investissement à tout point de vue, à mes yeux, point de vue philosophique, si je puis dire, comme d'un point de vue budgétaire. Et c'est aussi l'occasion de modernisation, je pense à la région Grand Est et à ses initiatives en matière de mixité des ressources numériques et des ressources papier. Merci. La parole est à Madame Vivette Lopez, chers collègues, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Beaucoup de choses ont été dites, mais je souhaite attirer votre attention sur la nécessaire adéquation du profil de chaque élève à la formation proposée dans notre système éducatif et plus particulièrement le baccalauréat. Si la réforme du baccalauréat que nous appelions tous de nos vœux va dans le sens d'une meilleure adaptation aux exigences de la modernité, il n'en reste pas moins que le baccalauréat semble toujours être l'une des seules voies possibles pour les élèves et les enseignants qui ont l'impression de manquer quelque chose en n'accédant pas aux études supérieures. Nous connaissons tous la forte tendance et la pression sociale qui tente à vouloir faire passer le bac au plus grand nombre d'élèves, comme si ce seul diplôme était à même de garantir la réussite dans le monde professionnel. Pourtant, cette généralisation du bac, cette fameuse politique 80% de bacheliers, lui a fait perdre son statut et a eu pour conséquence majeure une dégradation de sa valeur. Malheureusement, et malgré quelques efforts entrepris, les autres voies scolaires, filières technologiques ou professionnelles, souffrent d'une image qui va encore trop à l'encontre de l'idée d'excellence académique. Or, chacun s'accorde à reconnaître que seule la volonté politique d'un bac plus sélectif serait à même de lui rendre sa vocation première et de permettre à d'autres filières de se développer et de devenir attractives aux yeux des élèves. On accuse à cet égard chaque année le système de correction du baccalauréat d'être partiellement responsable de la démonétisation du baccalauréat, les professeurs étant amenés à donner des notes acceptables à des copies qu'ils trouvent pourtant bien en deçà des exigences attendues lors d'une épreuve. Il ne se passe plus désormais une année sans que l'on ne fasse état du dysfonctionnement grave lors des épreuves, de tricheries plus ou moins importantes ou bien de problèmes de notation des candidats. Comme le déplorait un professeur, décidément, le bac n'est plus un examen équitable. Ou comme le dit si bien Michel Fize dans son livre « Le bac inutile », pour lui, les bacheliers sont de grands bernés de la République. Il ne faut pas oublier que le bac est un diplôme coûteux pour la nation, que de plus en plus d'entreprises recrutent sans CV, mais sur des tests psychotechniques, et que même dans certains pays émergents, pas de notes, pas d'évaluation, pas de diplôme, et pourtant à 18 ans, les jeunes sont admis dans les plus hautes écoles supérieures et réussissent fort bien. Aussi, comment comptez-vous encadrer sur le terrain l'amélioration qualitative de ce diplôme ? Votre question, chers collègues. Aujourd'hui, les exigences en matière de correction vont-elles être renforcées et qu'est-il envisagé pour rendre les corrections plus sincères ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre réponse.
Madame la sénatrice Lopez, d'une certaine façon, la réforme a été conçue aussi pour répondre au type d'interrogation que vous avez présenté, puisque j'ai souvent été amené à dire que nous prenons un chemin de sincérisation du baccalauréat. L'objectif d'avoir des élèves qui choisissent leur spécialité, c'est, je l'ai dit, un objectif aussi d'approfondissement et donc de plus grande exigence, mais d'une exigence qui est d'autant plus faisable, d'autant plus recevable qu'elle correspond à des choix du lycéen. Ce point, à mes yeux, est majeur parce qu'il permet de combiner et la notion d'effort et la notion de plaisir, et la notion de désir. On sort donc un des résumés que l'on peut faire de cette réforme, c'est de dire qu'on sort de l'artificialité. Artificialité des séries, artificialité du bachotage, artificialité du travail accompli, parce que réalisé à la dernière minute et ayant peut-être connu une certaine dévalorisation, même s'il ne faut pas non plus exagérer le portrait qui est fait. J'invite chacun à passer les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce n'est pas aussi simple que ce que l'on veut dire parfois. Donc le fait est que nous allons dans cette direction de sincérité que vous appelez de vos voeux. L'objectif est aussi d'avoir une objectivation. Un des éléments qui contribue à cette objectivation, c'est un plus grand lien entre les attendus de l'enseignement supérieur et ce qui se passe au titre du baccalauréat. Le fait que nous créons une cohérence entre les attendus de l'enseignement supérieur et les différentes étapes qui mènent au baccalauréat fait que, bien entendu, il y a une plus grande correspondance, il y a une plus grande authenticité des contenus vis-à-vis de ce qui est ensuite attendu. Donc le baccalauréat prend plus de sens au travers de cette réforme et bien entendu les corrections ont vocation à être sincères et ce sera peut-être évidemment plus vrai après 2021 qu'aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Paccaud pour 2 minutes. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, un nouveau baccalauréat va donc s'extraire d'une chrysalide que vous avez façonnée. Inévitablement, quelques esprits anciens auront la nostalgie de cette épreuve jadis tant redoutée. Comme s'il y avait eu un âge d'or, un temps pas si lointain où bien peu de nos concitoyens pouvaient accéder à cette acropole lycéenne. Parce que ces taux de réussite sont désormais particulièrement élevés, près de 90%, parce que le nombre de mentions très bien atteint des niveaux records, certains estiment que le bac est quasiment donné. Un discours difficile à admettre pour les néo-bacheliers qui ont travaillé avec cœur et abnégation durant toute l'année pour obtenir ce diplôme. Cependant, il est vrai que l'harmonisation de la notation, dont de nombreux correcteurs ont souvent déploré l'indulgence ou la bienveillance, par son opacité, pour ne pas dire son obscurité, suscite de légitimes interrogations. Régulièrement, de mini-scandales éclatent, pointant les consignes de correction à la hausse émanant des inspecteurs de l'éducation nationale. Pour évacuer cette suspicion de bac au rabais, et même si l'introduction du contrôle continu va logiquement changer la donne, il serait souhaitable de rendre publics les barèmes de notation. Voici 10 ans, un de nos prédécesseurs, le sénateur Jacques Legendre, dans un rapport sur le sujet, regrettait cette absence de transparence autour du processus d'harmonisation. À propos de ces fameuses commissions et des consignes qui y sont données, il écrivait ainsi. À tort ou à raison, elles sont soupçonnées de contribuer à augmenter de manière artificielle les taux de réussite et d'affaiblir ainsi la valeur du baccalauréat. Monsieur le ministre, vous qui êtes un grand promoteur des évaluations dès les plus petites classes, afin d'obtenir une vision objective du niveau des élèves français, allez-vous appliquer cette même ligne de conduite et une volonté de clarté dans la notation pour le nouveau baccalauréat? La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le sénateur Paccaud. Et votre question est un peu dans le prolongement de la précédente question. Et donc, je ferai évidemment une réponse voisine, c'est-à-dire nous allons dans le sens de l'authenticité, de la sincérité, de ce qu'on pourrait appeler une forme de désinflation dont vous avez pointé les inconvénients. Et encore une fois, c'est quand ce baccalauréat sera à maturité que l'on pourra vraiment répondre à votre question. Je pense qu'il ne faut pas caricaturer la situation actuelle. L'harmonisation est absolument indispensable pour créer de l'objectivité, pour créer plus de justice entre les différents jurys. Il est exact qu'il peut y avoir parfois des phénomènes ascensionnels qui n'ont jamais recueilli pleinement mon assentiment et que nous devons revenir à une certaine raison en la matière. Je pense qu'il est tout à fait souhaitable qu'une grande majorité de nos enfants et adolescents réussissent à passer cette barrière du baccalauréat. Et je pense qu'il faut avoir
non pas de la nostalgie par rapport aux temps anciens, dont on pourrait pointer les inconvénients, mais se dire qu'au XXIe siècle, il est tout à fait normal que l'on mène la population, une grande majorité de la population à ce niveau, d'autant plus qu'il y a une grande diversité de baccalauréats. N'oublions pas que lorsqu'on dit plus de 80% d'une génération, en réalité, cela inclut le baccalauréat général, le baccalauréat technologique et le baccalauréat professionnel. Il n'y a donc rien d'anormal pour une nation moderne d'avoir un très fort pourcentage de ses enfants qui réussissent un diplôme de fin d'enseignement secondaire et de début d'enseignement supérieur comme le baccalauréat. C'est donc un objectif que nous poursuivons. Mais c'est vrai, un des sens de cette réforme, c'est l'authenticité et le fait, encore une fois, d'être dans cette logique de contrôle continu et de discipline de spécialité va totalement dans le sens de cette authenticité, puisqu'évidemment, une des réponses à votre question, c'est le contrôle continu qui, par définition, crée une objectivité de terrain, si je puis dire, et une authenticité de terrain, mais c'est aussi ces disciplines de spécialité qui fait qu'on peut attendre que le niveau une montée du niveau, puisque les élèves auront plus approfondi et auront plus choisi les matières qu'ils passent et qu'elles seront plus en relation avec leur désir d'enseignement supérieur. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Pacaud, pour une réplique. Oui. Merci, Monsieur le Ministre. Le baccalauréat étant un monument historique, comme certains collègues l'ont rappelé, de notre société, sa réforme est évidemment très symbolique et politiquement délicate. Et j'espère sincèrement que pour éviter d'éventuelles critiques, en cas de baisse de pourcentage des reçus, sait-on jamais, vous et votre administration ne retomberez pas justement dans d'éventuels faux-semblants et clairs-obscurs. Nos jeunes ont besoin d'être bien formés, d'être bien évalués, mais pas d'être bercés par de fausses vérités. Et voilà pour ce débat entre les sénateurs et Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a défendu sa réforme du lycée et du baccalauréat. Alors ce nouveau bac, programmé pour 2021, va renforcer le contrôle continu avec des épreuves anticipées dès la première. Et cette réforme va mettre fin aux 3 séries du baccalauréat général, les séries scientifiques, économiques et littéraires. Les lycéens suivront un tronc commun, mais devront choisir des spécialités. Et parmi ces spécialités, un choix large, les mathématiques, les arts, les langues, le numérique ou encore l'écologie. Mais les sénateurs sont inquiets car tous les lycées ne pourront offrir l'ensemble de ces spécialités et cela pourrait créer une inégalité entre les territoires. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.